Messieurs, dames, j'espère que vous avez bien profité de ce dîner copieux servi avec professionnalisme, moi je trouve en tout cas. On a une deuxième table ronde qui va démarrer, aussi intéressante et brillante que la première, donc je vous invite à vous concentrer. Pour cette table ronde, nous avons le plaisir d'avoir une animatrice qui a accepté d'animer autour du sujet de quelles promesses pour le développement du numérique. Donc j'invite Myriam Multinier de se joindre à moi pour se présenter avant d'annoncer le reste des intervenantes. Bonsoir. D'abord, merci Yousra. Merci ISEM de m'avoir proposé et demandé d'animer cette table ronde qui m'honore. Je ne fais pas partie d'Atuge. En revanche, je fais partie d'une association que j'ai la chance de présider qui s'appelle Quelques femmes du numérique et qui met en lumière ces magnifiques femmes qui travaillent dans le numérique et qu'on ne voit pas. Vous savez, ces femmes invisibles qui ont des métiers extraordinaires. Et cette association les met en lumière grâce à son cofondateur, Olivier Ezrati, qui est de surcroît, en plus d'être consultant, un grand photographe. Et il les photographie. Et puis, avec cette cofondatrice, Marianne Magnac, qui est une consultante en numérique, ils ont créé, il y a 4 ans maintenant, Quelques femmes du numérique pour créer l'étincelle auprès des jeunes filles et permettre à ces jeunes filles qui se posent la question de leur avenir, qui ont peut-être des idées reçues sur le métier du numérique et cette image du geek, vous savez, cette image du geek où en fait il serait homme, il serait devant son écran, il serait boutonneux, il ne se sentirait pas bon et surtout il ne regarderait pas en fait à côté de lui son voisin. Et en fait l'idée c'est de montrer à quel point cette diversité incarnée par toutes ces femmes non seulement est magique, mais lorsque vous les regardez, que vous regardez ces portraits, que je vous invite à regarder sur le site de l'association, c'est plus fort que vous. Vous avez qu'une envie, c'est d'aller plus loin pour regarder leur parcours. Ce soir, nous avons eu la chance de pouvoir entendre ces 3 parcours magnifiques. Merci mesdames. Il y en a 5 autres qui vont me rejoindre tout à l'heure. Et je vais en vitesse vous résumer très très vite mon parcours. Moi, mon métier, c'est pas du tout le numérique, c'est la communication, mais la communication aux côtés des dirigeants, pour les aider dans les moments de traverse, dans les moments où ils rencontrent des aléas, à essayer de retrouver une certaine forme d'apaisement entre un actionnaire qui les pressurise dans une logique court-termiste, un comité de direction dont il se pose la question parfois de la confiance des collaborateurs, et puis des collaborateurs qui sont de plus en plus, entre guillemets, infidèles, parce que de plus en plus exigeants, et puis surtout de plus en plus sollicités par l'extérieur. Et donc l'idée, c'était de pouvoir effectivement leur apporter une écoute active et les accompagner dans tous ces moments de transformation. Mon parcours, il est très simple, la grande conso et puis les médias. J'ai dirigé la com du Parisien pendant 10 ans et puis j'ai été appelée par M6 pour diriger la com du groupe M6, dont je suis partie parce que j'étais pas hyper heureuse. Et puis j'ai rejoint une chaîne magnifique qui s'appelle Public Sénat, qui a été créée par Jean-Pierre Elkabbach. Et Jean-Pierre Elkabbach, en 2006, me dit, j'ai Ramayad qui occupait la fonction de DIRCOM, qui me quitte parce qu'elle va rejoindre l'équipe de Monsieur Sarkozy. Et donc, je cherche quelqu'un qui soit une pro et qui me fasse un audit de la chaîne pour que l'année prochaine, en 2007, elle rivalise avec TF1 au moment de la présidentielle. Et j'ai trouvé que le challenge était tellement fou, tellement impossible, parce qu'il était fou, que j'y suis allée. Et j'ai vécu 12 ans formidables au sein de cette chaîne. J'ai accompagné 3 présidents. Et puis le 3e président m'a dit, Myriam, j'aimerais qu'en plus de la com et du market, tu assures aussi la transformation numérique de la chaîne. Et j'ai trouvé que le fait de me le proposer, alors que c'était pas mon métier d'origine, m'obligeait, en dehors du fait qu'il m'honorait, à aller rencontrer en fait cet univers de la tech. Et donc je me suis confrontée en fait à cet univers très masculin des techniciens du numérique. Et puis j'ai découvert en fait des êtres qui étaient au début assez remontés par le fait que c'était la minette de la com qui s'occupait du numérique, donc forcément une mauvaise interlocutrice. Mais j'ai fait un pas vers eux pour essayer de comprendre la façon dont ils travaillaient. Je leur ai posé des questions d'une très grande candeur, mais ça leur a permis aussi de se questionner. Et ensemble, on a avancé, on a transformé la chaîne dans sa vision digitale au sein de Public Sénat. Et puis, je l'ai quittée il y a 6 mois avec une envie qui était d'être entrepreneuse. Et donc, me voici parmi vous ce soir en tant qu'entrepreneuse pour accompagner ces dirigeants. Voilà.
Voilà. Donc maintenant, je vais appeler. Merci beaucoup. Merci Myriam. Donc je vais rougir en présentant nos intervenantes parce qu'elles ont un parcours aussi impressionnant que les premières. Donc je commence par Isabelle Machola, qui est CEO d'Isaït, plateforme internet d'externalisation des tâches digitales socialement responsables, que je la laisse compléter. Bienvenue Isabelle, et qui est intervenue dans plein de nos événements. Ensuite, j'invite Caroline Ramad, CEO de la start-up 15 Tech et administratrice du comité ONU Femmes France. J'invite Neila Benzina, fondatrice de Wimby, un acteur spécialisé de la data et du digital. Ensuite, j'invite Hela Reriani, qui est responsable d'un incubateur public hébergé dans les services du Premier ministre. Elle va nous en dire plus. Pour info, Hela est aussi mentor dans notre programme de mentoring à Tujo Féminin. Et donc, j'invite Noza Boujama, qui est persévérante et bienveillante, parce qu'elle nous fait plaisir, en plus d'intervenir pour la deuxième table ronde. C'est bon? Parce que j'ai le trac là. Ouais. Cool. C'est bon, tout le monde est là? Eh bien, c'est parti. C'est parti avec une grande joie d'animer cette table ronde qui me tient vraiment à cœur. D'abord parce qu'elle est tournée vers l'avenir. Elle est tournée vers nos avenirs et puis ceux des générations futures. Avant de donner la parole à ces magnifiques femmes au parcours multiple, je souhaitais partager avec vous quelques données chiffrées pour que vous ayez une petite idée de ce qui se passe en France au niveau du numérique. Alors, je ne vais pas vous embêter longtemps, mais en gros, il y a une face émergée de l'iceberg, puisque autour de vous, vous avez forcément dans vos entourages des femmes qui sont dans le numérique. Alors, on se dit, en fait, on dit qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, mais c'est faux. Alors c'est vrai, il y en a 75% dans les fonctions dites support, c'est-à-dire toutes les fonctions qui sont communication, marketing, administration. Là où ça commence à coincer, c'est que lorsqu'on regarde les métiers techniques, elles ne sont plus que 15%. 9% simplement en fait dirigent des startups et 11% simplement sont dans la cybersécurité. Et je vous rappelle que nous sommes dans un monde éminemment numérique. 27% néanmoins sont codeuses. Et elles ne sont que 2,7% du montant global des investissements de capital risque. Tout ça pour vous dire qu'on a un champ des possibles absolument immense, mais surtout on a une conquête nécessaire pour l'équilibre du monde, l'équilibre pour effectivement accompagner ce monde numérique qui est en train de se développer devant nous et qui façonne en fait notre monde et notre vision du monde. Mais le plus inquiétant, c'est que, si je prends l'exemple de la France, c'est qu'en 30 ans, le nombre de femmes ingénieurs en informatique est passé de 30 à 15%. Et le phénomène en général, ce phénomène, se retrouve en Europe, aux États-Unis. Mais heureusement, il y a des pays, comme les pays du Maghreb, comme les pays d'Asie, qui manifestement sont en train de nous montrer l'exemple. Un autre exemple qu'il sera, à mon avis, bon de suivre. Et c'est ce que nous allons voir en vous écoutant. Or, nous construisons, comme vous le savez, un monde de plus en plus numérique qui est façonné par des algorithmes. Des algorithmes, donc maintenant, vous entendez dire qu'ils sont biaisés. Ils sont biaisés parce que comme ils sont conçus en très grande majorité, pour ne pas dire quasi unanimité par des hommes, évidemment, il y a 50% de la planète qui n'est pas prise en compte dans la vision même de ces algorithmes. Alors ce soir, on va regarder devant. On va regarder solutions, on va regarder facteurs clés de succès avec vous, mesdames, femmes du numérique. Merci à toutes les 5 d'être là. Et pour respecter notre timing serré, je vais vous donner la parole les unes après les autres. Et nous avons 10 minutes par personne. Alors je vais commencer par Caroline Ramad, qui est entrepreneuse, qui est créatrice de la start-up 15 Tech, et administratrice du comité ONU Femmes France, après avoir été managing director de Villa, le premier incubateur
de femmes, pour les femmes dans le domaine du numérique. Alors vous êtes entrepreneuse, Caroline, vous êtes très engagée justement depuis plusieurs années au profit de la mixité et même de l'égalité dans la tech. Qu'est-ce qui déclenche l'envie des femmes d'entreprendre dans la tech ? Alors, je dirais, qu'est-ce qui déclenche l'envie déjà d'entreprendre tout court ? Je pense qu'il y a 69% des femmes en France qui ont envie aujourd'hui d'entreprendre. Ça ne veut pas dire qu'on y va. Ça veut dire qu'il y a un petit souci, en tout cas, dans le monde des organisations, en tout cas des corporates. Je pense qu'elles n'ont pas beaucoup progressé. On a vu qu'il y avait des difficultés. Alors, heureusement, il y a eu des lois sur les conseils d'administration aujourd'hui. Elles sont à 40%. Mais c'est vrai que je pense, dans leur carrière, il n'y a pas eu le déclic nécessaire. Donc l'entrepreneuriat, c'est quand même l'endroit, c'est un peu l'exercice suprême de la liberté. Finalement, on arrête de nous dire qu'on est la bonne élève. Il n'y a plus personne qui vous dit, et c'est ce qui rend aussi l'accès à l'entrepreneuriat difficile pour les femmes, parce qu'on a tellement appris à être ces bonnes élèves que d'y aller, c'est un peu le grand saut dans le vide. Donc en gros, il y a cette envie aujourd'hui d'exercer, je pense, son propre leadership, son envie de développer quelque chose. Donc voilà, donc ça c'est le premier pas pour y aller. Moi, je pense la première motivation, de se dire qu'on a envie d'entreprendre quelque chose pour soi et pour les autres, mais en tout cas dans la croyance et dans la vision et la manière dont on a envie de l'exercer. Et en quoi la mixité est-elle un facteur clé pour la réussite d'une entreprise ? Alors du coup pourquoi c'est un facteur clé ? Parce que tout simplement, alors moi je vais parler du point de vue des startups, mais en général, je veux dire, McKinsey a défini que la mixité aujourd'hui dans l'entreprise, c'est, vous le savez, beaucoup plus de performance. Le top 25 des entreprises les plus diversifiées a des facteurs de performance bien supérieurs aux entreprises qui ne le sont pas. Donc aujourd'hui, il en va de la performance de nos pays et de notre économie. Dans le numérique, si on avait 50% de femmes en fait dans les fonctions de management dans les grands groupes ou dans les entreprises tech et 50% de femmes CEO dans les startups, vous l'avez entendu, c'est pas le cas, on aurait 9 milliards de PIB en plus rien que pour l'Europe. Pour l'Inde, on passerait de une croissance de 16 à 60% si on avait aussi 50 femmes rien qu'à la tête de start-up, donc au moins cofondatrices. Donc en fait, le potentiel économique aujourd'hui est fabuleux. Donc il faut aller absolument accompagner cette réservoir économique qu'on ne va pas chercher, puisqu'elles sont absolument absentes. Pourquoi est-ce qu'il y aurait de la performance supérieure ? Déjà, quand on est 52% des parts de marché, il en va de l'efficacité économique aujourd'hui de nos entreprises, d'avoir des gens mais diversifiés au sens large, c'est-à-dire les femmes, mais des gens plus âgés, ce qui n'est pas le cas dans la tech non plus. Après 30 ans, généralement, à Silicon Valley, on est vieux. Donc moi, j'ai 40, je suis déjà périmée. Donc, je veux dire, globalement, d'aller chercher des marchés rien que dans son équipe, c'est déjà une manière de tester ses produits de manière efficace. Donc déjà, on va chercher des business auxquels on n'a pas été confronté. Je vous donne un exemple, l'airbag. Quand il a été testé pendant 2 ans, il a quand même assez tué femmes et enfants. C'est une histoire assez catastrophique. J'aime bien la raconter parce qu'elle marque. Et pourquoi ? Au bout de 2 ans, ils se sont rendus compte qu'ils utilisaient une taille de mannequin crash test. Quand on m'a raconté cette histoire, j'y ai pas cru, qui était la taille d'un homme. Et donc, ils ne s'étaient pas rendu compte qu'il y avait les tailles des femmes étaient plus petites et que donc les enfants aussi, potentiellement, qu'on s'étouffait dans l'airbag. Et donc, je me dis, parfois, il aurait suffi, pour être très stéréotypé, d'une secrétaire, peut-être dans l'équipe, qui aurait pu leur dire qu'il y avait un problème avec la taille du mannequin crash test. 2 ans, il a fallu quand même aux équipes d'ingénieurs pour réaliser qu'il y avait un petit souci dans la taille. Donc, voilà, ça c'est un exemple dramatique, mais l'idée est de dire aujourd'hui vous allez adresser plus de parts de marché. D'autre part, il a été prouvé par le MIT depuis 2012 que amener de la mixité dans une équipe, donc plus de femmes, ça augmente votre quotient émotionnel très fort. Le PDG d'Alibaba en fait vraiment un étendard. Il a beaucoup de femmes autour de lui, je veux dire CEO de toutes ses filiales. Pourquoi ? Parce que ça amène plus de QI. Donc globalement, la mixité amène plus de QI. Pourquoi ? Parce qu'il y a plus d'intelligence émotionnelle collective. Et ça favorise une meilleure performance. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de critères qui explique la meilleure performance des entreprises. Dans les startups, c'est pareil. On a 12% de performance en plus. C'est le BCG qui le dit, c'est pas moi. Et c'est même un fonds d'investissement américain, First Round, qui a analysé sa data. Ils ont vraiment analysé 10 ans d'investissement. C'est les seuls à avoir fait au monde. Et dans le
dans le premier critère, ils ont analysé qu'il y avait 63% de performance en plus quand il y avait une femme dans l'équipe dirigeante dans leur entreprise. Donc ça, c'est des faits. Moi, j'aime bien beaucoup parler de data. Aujourd'hui, je suis pas tech, mais je suis en phase de tech. Et je pense qu'aujourd'hui, la data, c'est clé. La data, c'est clé pour faire comprendre qu'il faut vraiment changer le monde dans lequel on est aujourd'hui. Caroline, il y a du boulot en France. Hein. Vous avez bien fait de monter votre start-up pour justement développer cette mixité dans les entreprises et notamment dans les start-up. Naïla Benzina, on part en Tunisie. Alors vous êtes une entrepreneuse experte. Vous avez monté, vendu, recréé plusieurs entreprises. Vous êtes en train de créer une école du numérique. Vous êtes très active donc, dans l'écosystème franco-tunisien. Évidemment, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que les jeunes filles fuient aussi les filières techniques en Tunisie ? Alors, je vais répondre à la question autrement. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans le monde, on voit qu'il y a de moins en moins de femmes dans les filières STEAM, ce qu'on appelle STEAM, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Et quand on pense que chez Google, il n'y a que 30% de femmes dans les effectifs, et dans les filières plus tech chez Google, ça tombe à 20%. Quand on pense que dans les pays de l'OCDE, il n'y a que 19% de femmes dans les filières STEAM, justement, et qu'elles sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à les quitter au bout de 2 ans, on peut se poser la question, en fait, sur le plan international déjà, avant d'aborder le problème par rapport à la Tunisie. Par contre, c'est vrai que dans nos pays, et en particulier en Tunisie, on fait un peu tâche dans ce panorama un peu international, dans la mesure où la Tunisie a beaucoup encouragé l'éducation des femmes dans les filières scientifiques. Et aujourd'hui, dans ce pays, dans ce tout petit pays qui sort du lot, on a 60% de femmes sur les bancs des écoles et des universités scientifiques. 60% de femmes. C'est pas grâce à moi. Hein. Bravo Bourguiba. Et après, dans les entreprises de la tech, je suis en fait présidente d'une association qui s'appelle TAC, Tunisian Association for Communication and Technologies, qui regroupe les plus grands acteurs du numérique en Tunisie. On voit qu'on a près de 50% de nos effectifs qui sont occupés par des femmes. Et donc, on a une quasi-parité en fait, dans nos entreprises. Et ça surprend beaucoup nos clients et nos donneurs d'ordre. Et ça représente aussi un argument de taille quand on souhaite convaincre des clients européens pour réaliser des projets en Tunisie. Souvent, quand ils viennent chez nous, ils nous disent... La question à laquelle je suis la plus exposée, c'est... Comment ça se passe pour toi ? Tu diriges une entreprise en Tunisie, dans un pays comme la Tunisie, et en plus une entreprise dans la tech, et tu ne dois pas avoir beaucoup de femmes autour de toi. Et est-ce que tu te fais respecter ? Est-ce que les hommes autour de toi arrivent à suivre les instructions et à te respecter ? Et souvent, je souris en leur disant venez voir nos équipes et vous allez voir que d'abord, il y a autant de femmes que d'hommes, pratiquement, et qu'on est effectivement complètement respecté. Et on a en Tunisie la chance de pouvoir exercer un leadership féminin dans un environnement socio-culturel où on ne s'attendrait pas à cela, où finalement on a vraiment énormément d'opportunités. Là où le bas blesse, par contre, c'est justement cette possibilité d'aller vers des postes de management au niveau de la tech. Et on va trouver peu de femmes à la tête d'entreprises tech en Tunisie. Elles sont nombreuses dans des entreprises tech à travailler en tant que consultantes, en tant que développeurs informatiques, etc., pour ne pas dire développeuses informatiques, mais elles sont peu nombreuses à arriver à des postes de management. Et je pense qu'il y a une vraie responsabilité de la part de la diaspora, de la part des femmes tunisiennes qui sont déjà à des postes de management, pour pouvoir les encourager, leur montrer que c'est possible, les attirer à des postes de management autour d'elles,
dans mon entreprise précédente, dans mon comité de direction, j'avais plus de femmes que d'hommes. Et il est essentiel qu'on puisse jouer ce rôle, en fait, et donner l'exemple et encourager les femmes à briser le plafond de verre. Une dernière remarque avant de passer la parole. Françoise Giroud a dit il y a plus de 35 ans, on parlera d'égalité femmes-hommes le jour où on mettra à un poste important une femme incompétente. Et ça, c'est pour dire qu'il faut tout simplement donner sa chance aux femmes, parce que finalement, quand on donne une responsabilité à quelqu'un, on prend un risque, que ce soit pour une femme ou un homme. Mais quand c'est un homme, on se dit... bon, il a échoué, mais il va reprendre ailleurs, etc. Quand c'est une femme, on dit souvent, bah, c'est normal, il fallait s'y attendre, c'était une femme. Et là où on changera réellement les mentalités, c'est le jour où on verra, en fait, on pourra se dire, finalement, une femme a échoué, mais ça ne veut pas dire qu'elle va échouer à tous les postes à responsabilité qu'elle va avoir, et ça ne présage pas du même sort pour toutes les femmes de la Terre. Et donc, je pense que réellement, il y a un changement de mentalité à opérer, si je dois parler de la Tunisie, y compris en Tunisie, pour des postes de management. Et le changement, il doit s'opérer aussi par les femmes elles-mêmes, envers elles-mêmes, et accepter qu'elles sont en capacité d'y arriver et en capacité d'avoir en fait du leadership et la possibilité de gérer des équipes et la possibilité d'être en fait dirigeante, présidente, etc. Osez y croire. Merci Nella. Isabelle Machola. Alors Isabelle, vous étiez dans un très grand groupe et puis vous avez décidé de le quitter pour créer votre entreprise qui s'appelle Isaït et qui a une mission absolument incroyable, formidable, qui est de permettre notamment aux femmes africaines de gagner en autonomie grâce à une plateforme numérique révolutionnaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus sur cette plateforme ? Moi, je suis très impressionnée parce que lorsque effectivement j'ai appris ce que vous aviez fait, je me suis un peu renseignée et je me dis waouh, quitter un groupe comme cela pour aller vouloir aider à l'autonomie des femmes en Afrique en créant une plateforme, quel chemin ? Est-ce que vous pouvez nous dire en gros comment ça fonctionne et ce que vous avez réussi à faire ? Donc, bon, révolutionnaire, je ne sais pas. Donc, Isaït, en fait, c'est une plateforme socialement responsable qui donne du travail digital à des jeunes femmes, aujourd'hui en Afrique, sous forme de complément de revenus, pour leur permettre de réaliser un projet de vie comme continuer à reprendre ses études, devenir entrepreneur, agrandir son commerce. En fait, on est une plateforme de crowdsourcing. Donc, on prend des projets digitaux d'entreprise, on découpe ces projets en micro-tâches et les jeunes femmes se connectent sur la plateforme et en fonction de leurs compétences et appétences, elles choisissent les projets sur lesquels elles souhaitent travailler. Aujourd'hui, on a presque 800 jeunes femmes. En fait, si je suis très franche, il y a une quinzaine d'hommes. On a mis une quinzaine d'hommes parce que notre avocat nous a conseillé de mettre quelques hommes pour pas qu'on se fasse retoquer pour de la discrimination positive, même si je suis pour la discrimination positive. Et donc, on a une quinzaine d'hommes, donc on s'est dit, bon, on va mettre un homme par pays. Donc aujourd'hui, on est sur 17 pays, dont la Tunisie. En fait, on a ouvert la Tunisie l'année dernière, au mois de novembre. C'est Tamer Hamdam qui était là l'année dernière pendant le dîner, qui est le patron d'Afriquity, avec qui on a fait une campagne de crowdfunding pour notre seed round. Et en fait, il a dit, mais s'il va ouvrir en Tunisie. Et nous, notre modèle, c'est qu'on est parti du fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a 2 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2 euros par jour et que parmi ces 2 milliards de personnes, il y a 70% de femmes. Donc, on voulait s'adresser aux femmes. Et l'équivalent de 7 heures par jour, c'est à peu près 20 euros par jour. Et moi, je disais à Tamer, mais peut-être elles peuvent gagner jusqu'à 285 euros par mois, puisqu'elles ne peuvent pas travailler plus de 100 heures par mois. Et je disais à Tamer, je ne sais pas si c'est bien 285 euros pour 100 heures. Et il m'a convaincu que si, malheureusement, avec la chute de la devise et qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient capés mais qui n'arrivaient pas à trouver, donc
On a ouvert la Tunisie, on a une dizaine de personnes et je dois dire que c'était assez intéressant de voir entre l'Afrique, Madagascar, l'Afrique de l'Est, l'Afrique de l'Ouest. On est ouvert sur 4 pays anglophones. Bien sûr, c'est des cultures différentes, des façons de travailler. C'est pas parce que je suis devant une population tunisienne, mais nos top 2, c'est vraiment avec des compétences assez extraordinaires et c'est remarquable pour ces jeunes femmes. À Madagascar, elles sont vraiment... Et en Tunisie, on a célébré... On a chaque mois dans notre communauté, on fait un petit événement, on célèbre la hiteuse, c'est comme ça qu'on l'appelle, la hiteuse du mois. Et on a célébré, alors je suis désolée, je prononce très mal, Khouloud. Elle est rentrée dans la plateforme. Au bout d'1 mois, elle avait déjà touché son premier versement, elle fait une super qualité, etc. Juste pour donner un peu d'idée de tâches, on fait bien sûr des tâches beaucoup dans le numérique. Aujourd'hui, plus de 65% de nos tâches, on fait de la validation de données pour le machine learning. Donc, on va aller alimenter les algorithmes. Mais justement, cette plateforme nous permet d'aller donner du travail à des personnes éloignées. Et moi, je suis complètement convaincue, pas qu'en Afrique d'ailleurs, que le digital est un vrai levier d'autonomie et d'indépendance financière pour la femme. Malheureusement, dans les pays où on opère, il y a énormément de jeunes femmes, très jeunes, étudiantes, plus étudiantes, qui ont des bébés, des enfants, pas de papa. C'est la galère. Et donc, le fait de pouvoir travailler de la maison sur ces tâches digitales. Et on a, dès le départ, on a voulu faire de l'impact. Donc, 5% de ce que l'on gagne est reversé à un programme, ISA It Help, qui a 3 axes. Avoir des représentants en local. Donc, je cherche des incubateurs, des associations en Tunisie qui, justement, pourraient nous aider à développer. Donc, voilà, je lance mon petit appel. Le deuxième axe, c'est la formation. Demain, le monde est digital. Si vous n'êtes pas formé, eh bien, c'est la fracture numérique. Donc, on a fait un partenariat avec Open Classroom et Google Africa qui a ouvert la plateforme de formation certifiante. Et comme vous le savez, en Afrique, pour se travailler pour Isaïd, il faut avoir de l'Internet, il faut se connecter et la donnée coûte assez cher. Donc, on fait aussi une aide pour les plus défavorisés, justement pour que les premiers mois, elles puissent avoir cette donnée. Et pour terminer, on s'est aligné sur les 2 ODD, 1 et 8, donc plus de pauvreté dans le monde et du travail décent pour tout le monde. Et chaque année, on a un cabinet externe, Kimso, qui mesure l'impact que de donner du travail à ces personnes. Nous, on est convaincus, avec Philippe, qui est aussi le cofondateur, qu'on peut contribuer à réduire la pauvreté dans le monde par le travail. Moi, je fais partie aussi d'une association qui a aidé des jeunes femmes entrepreneuses au Burkina et au Cameroun. On a donné des choses. C'est super de donner quand on n'a rien, etc. Mais ce qui donne vraiment du sens à la vie, c'est le travail. Et donc, on a mesuré 4 impacts. Women Empowerment, bon, ça parle de soi. L'éducation, elles reprennent leurs études. La professionnalisation. En fait, elles ont toutes un smartphone, savent faire chit-chat sur Messenger, WhatsApp, mais c'est pas ça, digital native. Digital native, c'est vraiment acquérir les codes. Et donc, nous, on leur apprend. Et l'année dernière, dans le 2e rapport de Kimso, il a été démontré que grâce à Isaït, elles ont trouvé un boulot. Pas parce que Isaït est connu en Afrique, bien sûr, c'est pas connu, mais quand elles ont listé les tâches qu'elles faisaient, eh bien, l'entreprise les a pris en CDI parce que justement, c'est assez incroyable de voir ces jeunes femmes très brillantes, Bac+3, Bac+4, Bac+5. Certaines, c'est la première fois qu'elles font des recherches sur Internet. Quand on leur apprend comment utiliser les outils, elles n'ont jamais fait, quoi. Et c'est ça à la base d'être connectées, quoi. Donc vous comprenez pourquoi j'ai dit révolutionnaire. Alors, je m'aventure quand même à une deuxième question à Isabelle, c'est que je me dis, bon, je comprends qu'effectivement, il y avait un besoin urgent en Afrique, que cette idée d'autonomiser les femmes avec tout ce que ça représente est non seulement stratégique, mais c'est une mission magnifique. Mais j'ai quand même envie de dire, qu'est-ce qu'il y aurait comme facteur clé qui pourrait être applicable en France, parce qu'il y a des femmes aussi qui pourraient peut-être, par cette voie, atteindre aussi leur autonomie, même si effectivement les rapports ne sont pas les mêmes. Alors absolument, et d'ailleurs on a été sollicité par des associations
des associations de réfugiés. Cas typique, une corporate souhaite faire travailler un réfugié, mais ne souhaite pas l'embaucher pour x, y raison. Et donc, utiliser la plateforme, eux, en tant que fournisseurs, ils donnent des tâches et le réfugié peut travailler. On a été aussi sollicité par des associations de jeunes femmes qui sont un peu sorties de la route, qui ne sont plus du tout connectées au monde numérique. Et au lieu de leur donner une subvention, eh bien, l'association dit moi, je préfère qu'elles gagnent un petit peu, même si ce n'est pas beaucoup, mais au moins, on les remet dans le monde de je travaille et pas uniquement je reçois. Donc, aujourd'hui, notre plateforme, elle est exportable en marque blanche. Aujourd'hui, nous, évidemment, le modèle économique serait différent puisque le tarif qui est utilisé dans les pays émergents ne pourrait pas être valable en France. Et nous, Isaïd, d'un point de vue commercial, on ne peut pas aller voir des clients et leur offrir deux tarifs. Si on fait travailler en France, mais l'idée où on a eu beaucoup dans ces associations de dire aujourd'hui, dans le système public qui verse des subventions pour ne pas mettre le pied à l'étrier, justement, ces micro-tâches permettent d'apprendre une certaine rigueur, d'apprendre à faire des choses qui, pour la plupart d'entre vous et même pour tout le monde, semblent assez basiques, mais qui justement leur permet de faire, comme on dit en anglais, le exposure et le learning. Quoi. Elles apprennent et après le mettre en pratique, ce qu'elles ont appris. Quoi. Ouais. Merci Isabelle. Alors maintenant, on va se tourner vers l'incubateur du service public avec Ella Gariani, qui en est la responsable, une jeune responsable, et qui incarne vraiment, là pour le coup, la révolution numérique du service public. Alors, quels sont les enjeux numériques prioritaires pour l'administration pour les 3 ans qui viennent ? Pour les 3 ans, oui. Je ne sais pas. De manière générale, donc nous, ce qu'on essaye de faire dans l'administration, c'est de rapprocher les usagers de l'administration grâce au numérique, d'utiliser le numérique pour améliorer l'efficacité et l'utilisabilité des services publics. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de faire des demandes d'APL, par exemple, ou de demander une bourse, ou même d'inscrire des enfants à l'école. C'est pas normal que ce soit plus compliqué que de commander quelque chose sur Amazon. Aujourd'hui, on est habitué à un niveau de qualité de service avec des smartphones dans nos poches qui mettent le monde à notre proximité, sauf que le service public pour lequel on paye nos impôts est beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné. À titre d'exemple, aujourd'hui, les fameuses subventions dont tu parlais, c'est-à-dire les aides en fait, qui sont destinées aux gens qui ont un peu de mal à faire leur fin de mois, 36% des gens qui pourraient en bénéficier n'y ont pas effectivement accès. Et c'est lié à beaucoup de facteurs. C'est compliqué de faire une demande. Les gens ne savent pas que les dispositifs existent, ou bien ils ne savent pas qu'eux, à titre personnel, ils pourraient y prétendre parce qu'ils ne connaissent pas tous les critères. Et le premier produit qu'on a développé il y a 5 ans, ça partait tout simplement de ce constat que si quelqu'un pouvait nous décrire sa situation, nous, en connaissant les règles de calcul des dispositifs sociaux, on pouvait tout simplement lui donner une information personnalisée et fiable sur ses droits. Et ce produit, il est aujourd'hui utilisé par plus de 10 000 personnes par jour et il leur permet d'avoir accès à plus d'une trentaine de prestations sociales pour faciliter l'inscription à la cantine ou le fait de pouvoir payer son loyer à la fin du mois. Donc c'est vraiment ça, un des premiers leviers qui nous a paru absolument nécessaire à faire rentrer dans l'administration, c'était d'améliorer le service public par le numérique. Et ça suppose de se rapprocher des utilisateurs, de sortir de son bureau, d'aller voir comment ça se passe sur le terrain. Et pour ça, il faut avoir des compétences un peu différentes de celles qu'on a l'habitude de voir dans l'administration. Et donc, en faisant ce travail-là, on a fait rentrer des designers dans l'administration pour aller sortir les fonctionnaires qui avaient l'habitude de rester dans leur bureau et les emmener sur le terrain, dans les écoles, voir comment ça se passe pour de vrai dans la vie des gens. Et donc, le premier levier qu'on a essayé d'actionner, c'était vraiment améliorons déjà la qualité de l'existant grâce au numérique. Et puis ensuite, le deuxième levier, ça a été reprenons la main en fait sur le numérique au sein de l'administration. Vous avez sûrement entendu parler, moi je suis étonnée depuis que j'ai commencé à bosser là-dedans, j'entends systématiquement parler, et de plus en plus à la télévision, de gros projets informatiques qui consomment énormément d'argent, qui ne sortent finalement jamais, comme par exemple Louvois ou
Et ouais, un effet tunnel qui fait que jamais le produit ne sort et que nous, on a payé des impôts pour, par exemple, faciliter la paye des militaires ou même des enseignants. Et ces projets coûtent énormément d'argent à l'État et jamais ils n'arrivent à apporter leur impact aux usagers. Et ça, c'est parce que dans l'administration, pendant longtemps, mais comme dans beaucoup de grandes organisations, on a considéré l'informatique comme une fonction support, un truc à côté pour brancher des câbles, quoi. Et en fait, du coup, on n'avait plus les compétences en interne. On n'avait plus les développeurs, les data scientists, les ops qui peuvent faire que des services fonctionnent et qui peuvent reprendre la main en fait sur le numérique. Et au-delà des éventuels effets tunnels, c'est un vrai sujet de souveraineté aussi, de savoir comment fonctionnent les dispositifs qui calculent notre impôt et d'avoir de la transparence sur ces logiciels-là. Donc le deuxième levier, après l'amélioration de la qualité des services grâce au numérique, c'est aussi la réinternalisation des compétences et remettre la main sur ces actifs numériques qui font l'action publique. Et puis enfin, le troisième et le dernier, c'est la donnée qui est produite par tous ces actifs-là. Il n'y a qu'avec ça qu'on peut piloter une politique publique aujourd'hui, au XXIe siècle. Je parlais tout à l'heure à table d'un exemple. Aujourd'hui, pour faciliter le recours au covoiturage, on a essayé en France tout un tas de dispositifs réglementaires, législatifs, des formulaires pour inciter les administrations à développer le covoiturage au niveau local. Or, cette politique, elle doit se penser avec les acteurs qui font du covoiturage. Il n'y a que eux qui vont nous permettre de développer le covoiturage. Alors, il y a 6 mois, on a lancé un produit avec tous les acteurs du covoiturage. Où on a simplement créé un registre où l'ensemble des actions de covoiturage sur le terrain allaient pouvoir être enregistrées dans un registre unique par Blablacar et tous les autres acteurs des territoires. Et on travaille avec les collectivités pour essayer de voir quels peuvent être les incentives qu'on peut mettre en place pour favoriser le covoiturage. Est-ce que si j'offre une place de parking, il acceptera de prendre quelqu'un dans sa voiture? Est-ce que si je donne 2 € par trajet de plus d'1 heure, ça fonctionne? Est-ce que si j'offre des places de cinéma ou de théâtre, alors ça fait une incitation? Et on teste ça sur 3 territoires pilotes. Et l'actif principal qu'on est en train de construire, c'est une base de données centrale qui nous permet de voir les impacts réels sur le développement du covoiturage en France pour essayer de réduire la facture énergétique des transports des gens dans leur vie de tous les jours. Donc si je dois résumer, je ne sais pas si c'est valable pour les 3 ans, je pense que ça sera valable pour toute la vie, mais c'est vraiment d'utiliser le numérique pour améliorer la relation de confiance qu'il y a entre les usagers et l'administration. Et pour ça, il faut améliorer la qualité des services, savoir ce qu'on fait et réinternaliser des compétences. Donc si certains d'entre vous veulent travailler dans le numérique, dans l'administration, il y a toujours des nouvelles missions passionnantes qui se lancent. Parce qu'en plus, ce qui est sympa, c'est qu'en dehors de faire de la tech, on fait de la tech qui a du sens. On fait de la tech qui sert à quelque chose, qui sert à demain améliorer le service public pour tout le monde. Mais j'espère que vous ferez toujours appel aux sociétés, à l'écosystème aussi. Vous avez intérêt, parce que finalement, la tech, c'est aussi ça. C'est les entreprises de la tech dans un pays. Non, c'est vrai, pardon. Non, bien entendu. D'ailleurs, la plupart ce que j'expliquais, oui, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Aujourd'hui, on est 235. C'est un tiers de partenaires extérieurs. Donc des entreprises avec lesquelles on travaille, un tiers d'agents publics qui ont retrouvé un peu plus de sens dans leur métier au jour le jour, et un tiers de nous qui sommes là pour les accompagner. Merci. Et là, un service public numérique qui montre toute son énergie. J'ai quand même une petite question, je pense quand même à la fracture numérique et à toutes ces personnes qui, je pense notamment aux personnes âgées, qui ne sont pas en capacité ou n'ont pas la volonté ou n'ont pas l'envie ou sont effrayées à l'idée de faire toutes ces démarches via le numérique. En quoi, du coup, cette numérisation généralisée va contribuer à l'équilibre et en fait à un monde plus juste, à une société plus juste, notamment en France? Alors c'est vrai, c'est un des sujets qu'on aborde régulièrement et Sandra pourra en parler, elle travaille avec moi. Il y a de ça 2 semaines, on se disait quel est l'impact de ce qu'on est en train de faire d'un point de vue sociétal, et on se pose régulièrement ces questions-là, on essaie d'avoir une réflexivité sur nos actions. Et par exemple, donc, en dehors du fait qu'on développe nos services avec les usagers et que du coup, on a vraiment une attention extrême dans le design de ce qu'on produit pour que ce soit utilisable par la personne la plus éloignée potentiellement du numérique, mais bien sûr, il restera toujours des frontières et des utilisateurs qu'on aura du mal à aller toucher. Alors, il y a plusieurs sujets. D'abord,
avec l'ensemble de nos partenaires, on a tendance à leur dire le numérique ne vous coûtera pas moins cher. Ça, c'est un fantasme qui date depuis les années 90 dans l'administration, que l'informatique va nous faire des économies. Alors certes, on va arrêter de faire des tâches répétitives qui demain pourront être faites par une machine, c'est évident, mais néanmoins, la valeur du service public, c'est aussi des gens qui, sur le terrain, répondent aux questions des usagers, des utilisateurs des services qu'on développe. Donc on a souvent tendance, avec nos partenaires, à négocier le plan social qu'ils rêveraient de mettre en œuvre si on dématérialisait l'ensemble du service. Et souvent, on doit les accompagner vers le fait de dire, si on développe ce service, les gens qui, hier, faisaient des démarches papier, seront peut-être demain ceux qui devront accompagner les usagers pour faciliter l'usage de ces services-là. C'est un des axes qu'a utilisé les impôts quand ils ont dématérialisé pas mal de choses. Et jusqu'à présent, ça a fait la preuve de son impact. Alors, il y a un autre sujet qui, en ce moment, ils sont en train de fermer les bureaux locaux des impôts, mais on verra ce que ça donne demain. En tout cas, il y a ce vrai sujet de, en dehors du design des produits et de l'attention énorme qu'on fait, de garder et de maintenir des gens qui, au niveau du territoire, vont pouvoir aider les usagers à poursuivre leur démarche. Et enfin, un dernier point. On pense souvent que la frontière ou la fracture numérique, elle est liée à l'âge. Il y a plusieurs rapports qui ont démontré qu'en tout cas dans la relation au service numérique, ce n'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a des gens qui vont le faire pour vous. Donc il faut penser aussi à ces cas d'usage où en fait il y a des aidants qui vont faire à la place d'eux. Et donc là-dessus, on est en train de travailler notamment pour faciliter cette délégation de droits, c'est-à-dire que quelqu'un puisse faire mes démarches en ligne pour moi. Et puis de l'autre côté, en fait, cette fracture numérique, un peu comme tu le disais tout à l'heure, en réalité, les gens sont très à l'aise avec le smartphone, avec le message. Et c'est un canal de communication qu'on utilise très peu aujourd'hui avec l'administration. Nous, on le teste là, par exemple, avec l'inscription au collège. Donc, on est en train de déployer un service qui va éviter que les gens prennent des demi-journées de RTT pour inscrire leur enfant à l'école. Maintenant, ils vont pouvoir le faire de leur canapé le soir tranquillement et juste en réactualisant les données qui n'ont pas changé depuis l'année dernière. L'enfant a toujours la même date de naissance. Et du coup, on a testé plusieurs solutions pour s'assurer... Pardon, excusez-moi, oui. Donc, dernière histoire, on a cherché à faire en sorte que 99% des parents s'inscrivent. Et en fait, les derniers, on allait les chercher par des relances SMS. Et rien que ça marche. Donc en fait, on est capable aussi de construire des services dans une expérience numérique, même pour les gens qui en seraient a priori éloignés. En compte tous ces problèmes. Ok, super. Merci, Ella. Noza Bougema. Noza, vous êtes notre grande spécialiste de l'intelligence artificielle, avec en plus une vision internationale. Quelle chance nous avons de vous avoir ce soir. Et du coup, j'aimerais que vous puissiez nous dire quelles sont les grandes promesses du numérique identifiées aujourd'hui pour la santé. Je vais plutôt parler de l'IA pour la santé. L'IA si pour la vous santé, voulez bien. mais au sens, oui, quand j'ai les promesses du numérique, c'est dur l'IA. avec moi, là, il fait tard. Hein. Vous allez finir en beauté. Bien. Oui, alors, donc, l'IA, on en parle bien entendu beaucoup, c'est important, etc., avec énormément de dimensions. Et je pense que le domaine, et c'est ça aussi qui a motivé finalement cette prise de risque et cette nouvelle trajectoire, c'est que vraiment la santé, c'est là où l'IA prend tout son sens. Parce qu'on a des chiffres et des statistiques aujourd'hui qui montrent, surtout dans le domaine de l'oncologie, il y a 20% seulement, 20% de personnes qui reçoivent un traitement de chimiothérapie qui soit efficace. Il y a 80% qui sont, en fait, entre guillemets, bombardés de napalm pour rien. Ça détruit des vies. Enfin, c'est extrêmement désagréable. Enfin, c'est pas la peine que j'énumère tous les aspects négatifs, mais il faut juste, dès qu'on... Enfin, ça, c'est juste un chiffre parmi d'autres, d'accord ? Il y a énormément On n'a vu nulle part. Voilà, il faut le savoir en fait, hein, donc il faut le savoir. Et ça aussi, l'intérêt de faire de la médecine personnalisée, c'est aussi de faire en sorte de développer de nouveaux médicaments qui soient ciblés. C'est là justement qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire profiler, identifier quels sont les répondeurs, quels sont les non-répondeurs à certaines molécules, à certains médicaments,
mais aussi identifier ça de manière, si possible, non invasive, sans faire de biopsie physique. D'accord ? Donc, des biopsies virtuelles, c'est-à-dire à travers des images médicales. Surtout que quand on fait une biopsie physique, des fois, en fait, le point de sondage, il peut être uniquement, enfin, bien entendu, parce que comme c'est invasif, c'est un point de sondage à un endroit donné. Et très souvent, les tumeurs sont très hétérogènes et donc le point de sondage ne peut pas être représentatif de la complexité tumorale et de son hétérogénéité, alors que cette information-là, on peut l'avoir à travers la radiologie. D'accord ? Donc, en fait, c'est vraiment dans cette direction-là qu'on essaie de faire de la caractérisation de la hétérogénéité tumorale, du front tumoral. Enfin, en tout cas, ça nous permet d'aller très loin pour savoir à l'avance, prédire qui vont être les répondeurs et qui ne seront pas répondeurs pour éviter justement de donner des médicaments à des personnes qui ne vont de toute façon pas répondre à ce médicament, qui vont juste souffrir ou tuer d'autres cellules saines, mais pas les cellules malades. D'ailleurs, donc, la promesse de l'IA dans ce genre de domaine, et en particulier dans la santé, c'est juste immense en termes, 1, de la qualité de vie des patients, 2, c'est des économies d'échelle juste incroyables. Donc du sur-mesure. Alors en même temps, on n'a jamais autant parlé effectivement de l'intelligence artificielle, de ses algorithmes et surtout de ses biais. Donc évidemment, je vous entends et je comprends à quel point ça peut être absolument extraordinaire. Et pour autant, moi j'entends parler de biais, de risques. Donc qu'est-ce qui est fait ? Comment vous pouvez nous rassurer pour nous dire que ces biais vont être traités ou sont déjà traités pour que la médecine dont vous nous parlez puisse être une réalité ? Alors, je préférerais parler d'IA responsable, en fait. IA responsable et IA de confiance, parce que ça inclut les questions de biais, les questions éthiques, parce que les biais, c'est principalement des sujets de robustesse, en fait, d'algorithmes. Algorithme et données, parce qu'on peut avoir des données biaisées, on peut avoir le meilleur algorithme du monde. Si on a des données d'apprentissage biaisées, on est à côté de la plaque. Mais aussi, on peut avoir des biais dans les algorithmes eux-mêmes, quand des fois on confond la causalité, par exemple, avec la corrélation. Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir, alors que la plupart du temps, dans les algorithmes prédictifs, on est plus sur de la corrélation que sur la causalité, et donc il y a un problème d'interprétabilité. C'est pour ça qu'encore une fois, ce qui est essentiel, c'est vraiment, vraiment le déploiement d'une IA responsable. Et là encore, je crois que le sujet, il faut faire très attention de ne pas survendre l'IA, ce qu'on a tendance à faire très facilement. L'IA, c'est une baguette magique, vous allez voir ce que vous allez voir, ça va résoudre tous les problèmes du monde sur la Terre, etc. Non, c'est pas une baguette magique et ça marche pas tout seul. En fait, je ne suis pas là pour dire que c'est pas bon ou surtout on va tous mourir avec l'IA. Non, c'est le contraire. Je suis un des acteurs et je suis motivée pour ça. Donc, par contre, là où c'est important, en fait, comme il faut pas être naïf. En fait, c'est surtout ça. Par rapport à l'IA, il faut éviter d'être naïf. C'est-à-dire que autant il y a des promesses, autant il y a des risques. Et si on n'est pas capable de voir où se trouvent les risques, et si on n'est pas capable d'avoir des plans de gestion de risque que peut poser l'IA, on n'est pas bon, en fait. Et c'est ça aussi, tout l'effort que j'ai développé, en fait, ces 2 dernières années, et qui a été développé au sein du groupe d'experts de haut niveau de la Commission européenne que j'ai vice-présidé, en particulier sur la partie IA de confiance, justement pour attirer l'attention que, parce que souvent aussi, alors le sujet est vraiment vaste, ça ne peut pas se traiter, parce que j'ai entendu là, il faut 5 minutes, ça ne peut pas se traiter en 5 minutes. Non mais vraiment c'est un sujet extrêmement important, parce que également le CDE à très haut niveau se sont poser la question et qu'il faut vraiment faire quelque chose au-delà même des pays membres de l'Europe. Et donc, il faut vraiment une coordination internationale parce qu'on ne peut pas se mettre d'accord sur des principes, sur des recommandations, sur des feuilles de route,
sur la manière de mettre en place l'IA de confiance si c'est juste fait dans un coin, dans un pays, parce que les services IA, d'abord, le numérique de manière générale, ne connaît pas les frontières, et donc c'est d'abord une question vraiment d'accord international. Autrement, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, on peut très bien se donner ses propres règles en interne, mais si elles ne sont pas respectées par tout le monde, bref, donc la coordination internationale, elle est essentielle, et donc c'est là aussi, donc j'ai copiloté avec une personne de la NSF et de l'Université de Massachusetts, le groupe technique IA de l'OCDE sur quelle IA de confiance, quelle IA robuste, parce que là encore, quand on dit le deep learning, et d'ailleurs récemment, vous avez entendu parler du prix Alan Turing, qui est l'équivalent du prix Nobel, donc aux 3 cofondateurs du deep learning, le deep learning, c'est une réelle révolution. Dans quel sens? C'est pas une révolution au sens littéraire du terme, c'est-à-dire qu'il y a eu un saut de performance de 15%, et en général, c'est une rupture en fait, parce que la plupart du temps, dans l'évolution de la recherche, et c'est en général de l'ordre de quelques pourcents, ça ne dépasse pas 3% en général quand c'est vraiment une amélioration de l'état de l'art, mais quand le deep learning est arrivé, il y a eu 15% d'un coup donc d'évolution de performance. Donc là, ça a marqué les esprits, ça a changé le cours de l'IA, et donc tout le monde s'est projeté sur ce que peut faire l'IA. Mais ces algorithmes tout à fait et exceptionnellement performants, qui sont capables d'être performants mieux que l'œil humain, sont aussi en fait facilement trompés par du bruit, c'est-à-dire que du bruit dans l'image, un bruit dans le signal, c'est-à-dire qu'un pourcentage extrêmement infime, invisible à l'œil nu, en fait on peut avoir deux images avec le même objet à reconnaître. Il y a l'image originale et la deuxième image, là où on a rajouté, on va dire, 0,07% de bruit. Eh bien, ce fameux algorithme, le deep learning, tout puissant qu'il est, eh bien, il se plante lamentablement. C'est-à-dire que ces algorithmes, à la fois puissants, ils sont aussi vulnérables. Et donc, si on n'a pas saisi ce côté de vulnérabilité, si on n'a pas saisi justement sur l'IA, avant qu'elle soit performante et généralise, parce qu'en fait, quelque part, on apprend et on généralise. C'est ça, en fait, l'IA. Si on apprend à partir de données pas seulement bruitées, mais peu représentatives, et c'est là les biais de genre, en fait, parce que ça apprend souvent, les minorités sont peu représentées dans les données d'apprentissage, c'est ce qui a généré tous les problèmes de les personnes de couleur, c'est identifié comme gorille, etc. Là, c'est un manque de représentativité dans les données d'apprentissage. Donc, en fait, il y a toute une culture à avoir pour vraiment être capable de déployer une IA responsable. C'est quoi une IA responsable? Elle est respectueuse de la réglementation, des droits civiques. Parce que quand on dit, et je peux vous donner plein d'exemples où ça ne respecte pas les droits civiques, et ça, alors, c'est là où, justement, au niveau de la Commission européenne, on a fait la différence, parce que je leur ai dit, il faut faire attention, il ne faut pas faire le procès pour ceux qui déploient l'IA, parce que tous n'ont pas une mauvaise intention. Parfois, voilà, il faut vraiment se prémunir d'être toujours en situation ou de donneur de leçons ou de faire des procès aux autres, parce que des fois, en fait, il peut y avoir une situation de discrimination qui est non intentionnelle, qui dérive seulement d'une mauvaise, un mauvais déploiement d'un algorithme IA. C'est-à-dire qu'on peut avoir une différence de résultat qui n'est pas expliquée par une mauvaise intention, mais tout simplement par un manque de maîtrise technologique. Et les exemples sont nombreux. Donc je ne vais pas vous parler de justice prédictive, je ne vais pas vous parler de credit scoring. Il y en a mais des tas de sujets. Mais en tout cas, il y a la prise de conscience, c'est pour ça que c'est une question aussi de formation aussi, de formation à tous les niveaux, pour tous les âges. Et d'ailleurs, les ONG ont leur rôle aussi pour vulgariser, pour expliquer ce genre de choses. Mais même la formation aujourd'hui, en fait, quand je dis ça, les formations initiales ne sont pas encore à jour et n'ont pas intégré
ce qui se passe dans le monde de l'IA, parce qu'aujourd'hui, aucune entreprise ne recrute un ingénieur pour reprogrammer un algorithme de régression. C'est fini, ça. La plupart des algorithmes de machine learning sont sur étagère, sont en open source. Donc l'asset n'est pas dans les algorithmes, elle est dans les données. Et comme la plupart des algorithmes sont en open source, eh bien la réutilisabilité et la réutilisation de ces algorithmes requiert la plus grande attention, parce que des fois, certains algorithmes réutilisés, sans le vouloir et sans avoir l'intention, certains algorithmes comportent des fuites informationnelles, en fait, et après, quand... alors, je peux vous parler, mais pendant longtemps, parce qu'il y a des choses vraiment qui peuvent vous étonner, parce que là aussi, le consentement on croit... Alors, une chose essentielle, il faut pas croire que la réglementation va nous protéger de ces problèmes-là, parce que souvent, je l'ai rencontré à la fois au niveau de la Commission européenne, l'OCDE, enfin en France, dans plusieurs autorités autour de ces questions-là. Souvent, on pense tout de suite à la régulation, la réglementation. Non, c'est le mauvais réflexe, c'est le mauvais réflexe. Les données personnelles, depuis longtemps, il y a énormément de régulation. Est-ce que les données personnelles sont protégées? Non. D'accord? Donc, ce n'est pas un sujet de régulation. D'accord? Et le contre-exemple, je peux le donner plus tard, après le dessert. Merci, Noza. Merci à chacune. En fait, j'espère que pour toutes les jeunes femmes qui se posent la question du numérique ou pas du numérique, j'espère que l'envie ce soir, pour celles qui se posaient des questions, va naître. En tout cas, ce qui est vrai, c'est que le numérique, on avance en marchant. Donc, comme vous le dites très justement, Noza, pour pouvoir avancer, de temps en temps, il faut faire des erreurs, parce que si on ne les fait pas, on ne pourra pas avancer. Nous, ce qu'on voit, c'est à quel point les femmes, quand elles y vont, elles embrassent à la fois des parcours extrêmement divers, extrêmement riches, et surtout très, très inspirants. Merci à chacune. Bon, merci beaucoup à vous, mesdames, pour cette super table ronde très riche et très enrichissante. Merci à vous tous. Bon, j'espère que vous avez bien apprécié la soirée, les 2 tables rondes, le dîner, les moments d'échange pendant le cocktail et à table. Donc, le dernier moment de networking, ça sera dans la salle à côté où café et dessert seront servis. Si vous avez des petits mots pour nous, pour l'équipe, n'hésitez pas à nous laisser des petits feedbacks sur ce que vous avez aimé, pas aimé, ou juste des petits mots d'encouragement. Vous avez des petits papiers et des stylos au fond de la salle. Je finis les quelques messages de remerciement. Donc, merci beaucoup à toutes nos intervenantes pour ces super échanges. Merci à Siem et à Myriam pour l'animation des 2 tables rondes. Merci bien sûr à nos sponsors, Orange, Labiat, Sofrecom et Bizen. Merci à l'équipe et merci à vous tous d'avoir été là. Et 2 petits derniers messages pour finir. Alors, le message de com, le grand rendez-vous de la Tuge qui se passe le 13 avril, vous l'avez dans l'avant-dernière page du livret. Donc, réservez votre samedi. Et juste pour finir, dernier message de la soirée, on doit malheureusement quitter les lieux à 23h. Donc, c'est pour ça qu'on mettait un peu la pression pour la fin. Mais pour ceux qui sont motivés pour continuer dans un cadre un peu plus informel, on va dans un bar à côté. Donc, on se retrouve à la sortie après. Merci beaucoup à tous et bonne fin de soirée.